Cependant, l'espoir dont il se sentait animé lui fit prendre le parti d'aller dans les cuisines. Un officier qui le vit, touché de compassion, lui permit de s'approcher du feu et le destina sur-le-champ à porter du bois dans les appartements. Il s'en acquitta exactement, cherchant dans son esprit quel moyen il trouverait pour voir la princesse. Il concevait que les apprêts qu'on faisait étaient pour la fête qui devait lui être fatale. Et son cœur gémissait de n'entrevoir nul expédient pour la troubler. Il était enseveli dans ses tristes réflexions lorsque le hasard fit descendre Isabelle dans les offices, voulant donner elle-même quelques ordres. Jean de Calais la reconnut et la regarda si attentivement qu'elle ne put s'empêcher d'examiner celui qui avait cette hardiesse. Elle ne put méconnaître des traits si gravés dans son souvenir. La ressemblance de ce malheureux avec Jean de Calais la frappa. Elle le parcourut des yeux avec soin, et les ayant jetés sur ses mains, qu'il affecta de lui faire voir, elle aperçut un diamant à son doigt, qu'elle reconnut pour être le même que Constance avait autrefois donné à ce cher époux, et qu'il avait conservé malgré tous ses malheurs. Alors, ne doutant plus que ce ne fût Jean de Calais lui-même, mais cachant son trouble, elle remonta dans l'appartement de la princesse, à laquelle elle conta son aventure, en ajoutant qu'elle n'avait osé parler devant tant de témoins à celui qu'elle croyait son époux, craignant de l'exposer dans le misérable état où il était. Constance ne balança pas d'un moment à cette nouvelle. Elle conjura Isabelle de chercher quelque prétexte pour lui faire voir cet homme. Elle y courut, et l'ayant trouvé chargé de bois, elle lui ordonna de le porter dans le cabinet de la princesse. Elle les y attendait avec une impatience extrême. Jean de Calais obéit, posa son bois à l'endroit qu'Isabelle lui marqua. Mais ne voyant que personne qui pût le contraindre et la princesse qui le regardait avec attention, il se jeta à ses pieds. À cette action, Constance démêla aisément, sous cet équipage malheureux, l'homme du monde qui lui était le plus cher. Elle pensa expirer de joie, et se jetant dans ses bras, leurs soupirs, leurs larmes et leurs sanglots furent longtemps les seuls qui exprimèrent les mouvements de leur cœur. Isabelle, qui avait eu soin de fermer la porte du cabinet, vint se joindre à eux, et les priant de se calmer, leur fit connaître qu'il ne fallait perdre aucun instant pour avertir le roi du retour de Jean de Calais, afin de rompre l'hymen fatal dont on faisait les apprêts. Ce discours était trop sensé pour n'y pas faire attention. Nos tendres époux interrompirent leurs caresses pour prendre les mesures qui leur étaient nécessaires. Ils résolurent que la princesse enverrait prier le roi de lui faire la grâce de passer dans son appartement, pour une affaire qui intéressait l'État et sa gloire. Que le secret qu'elle demandait l'obligeait à le prier de venir seul, afin de n'avoir personne de suspect. Celui que Constance chargea de ce message s'en acquitta si bien que le roi ne tarda pas à se rendre chez la princesse sa fille. Il ne fut pas plus tôt dans son cabinet que cette princesse se jeta à ses pieds et lui tenant les mains. « Seigneur, lui dit-elle, Jean de Calais est vivant. Il est de retour. Rendrez-vous ses yeux témoins d'un hymen qui va causer ma mort ?» Le roi de Portugal la releva, et malgré la surprise que lui donna cette nouvelle, il lui jura qu'elle devait tout attendre d'un père qui l'aimait tendrement. Jean de Calais, qui s'était caché, parut alors,
et mettant un genou en terre, « L'état déplorable où je parais à vos yeux, Seigneur, lui dit-il. vous permettra-t-il de me reconnaître ?» Le roi recula quelques pas, et le reconnaissant, Au ciel, lui dit-il en lui tendant les bras. que vois-je? Quel accident vous a mis comme vous êtes? Et quel miracle nous rassemble? En croirais-je mes yeux? Jean de Calais lui conta la trahison de Don Juan, son abord dans l'île déserte, et l'étrange aventure qui l'en avait fait sortir et rendu à Lisbonne. Le roi sentit toute l'énormité du crime de Don Juan, et jura que ce jour, qui devait être celui de son hymen et de son triomphe, serait celui de sa mort. Il consola Jean de Calais, le pria d'oublier ses infortunes et de se mettre en état de paraître aux yeux de toute la cour. Il embrassa la princesse et rentra dans son appartement, si fortement irrité contre le traître, que l'ayant trouvé qu'il attendait avec un grand nombre de seigneurs, il lui dit de le suivre sur l'édifice du feu pour lui faire remarquer quelque chose qui y manquait. Don Juan le suivit. Ils y entrèrent ensemble, mais le roi, le voyant occupé à examiner toutes les différentes espèces de machines, sortit adroitement de ce lieu, et l'y ayant enfermé, il ordonna sur-le-champ qu'on y mît le feu. Les ordres furent exécutés si promptement que le perfide fut consumé avant qu'on sût ni le crime ni la punition. Le roi, à l'instant d'après, manda les États qui étaient encore rassemblés, leur exposa la perfidie de Don Juan et son supplice. Tous d'une commune voix approuvèrent sa justice et détestèrent l'action de Don Juan. Alors le roi fit venir Jean de Calais, qui fut reconnu de nouveau et proclamé héritier de l'Empire après la mort du roi comme étant l'époux de la princesse, les États déclarant leur fils pour leur successeur. Cet événement singulier remit la joie dans la cour du roi de Portugal, qui fit inviter tous les grands du royaume pour être témoins du bonheur de Jean de Calais et de la princesse, dont l'amour et la joie ne peuvent s'exprimer. Un jour de ce fameux festin, où chacun ne pensait qu'au plaisir, on vit entrer dans le salon qui renfermait cette auguste assemblée un homme dont la taille et l'abord surprirent également. On le regarda longtemps sans rien dire. Mais lui, s'avançant vers Jean de Calais, « Reconnais, lui dit-il, celui qui t'a tiré de l'île déserte et conduit dans ce palais. C'est moi qui conduisis le corsaire qui enlevait la princesse près de ton vaisseau, où tu l'achetas sans la connaître ni l'avoir vue, et dans le seul dessein de lui rendre la liberté. Apprends par ces expériences combien le ciel chérit les hommes vertueux. Jouis en paix de ton bonheur. Sois toujours sage, inviolable et modéré. Le ciel ne t'abandonnera jamais. Tu seras véritablement prince parce que tu devras ce titre à la vertu, plutôt qu'au droit d'une naissance qui ne dépend point de nous, et dont on tire peu d'éclat quand la sagesse ne l'accompagne pas. » Le spectre disparut et laissa l'assemblée dans la joie et l'étonnement de l'heureux dénouement de cette aventure. On célébra avec magnificence l'union de Constance et Jean de Calais, qui fut ratifiée authentiquement. Ainsi finit l'histoire de Jean de Calais, dont la mémoire ne s'éteindra jamais par les actions généreuses qu'il a faites pendant sa vie.
There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Belly of Tea. The winds blew hard, her bow dipped down, oh blow me bully boys blow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.